Salut et bienvenue pour cet après-tour de juillet où vous avez choisi le truc neutre, j'ai envie de dire, la petite suite dont presque personne ne parle et qui fait pas énormément parler d'elle en mal comme en bien et je vois d'où ça sort. C'est une suite décevante par rapport à son prédécesseur, le premier film Cusco, qui est un peu un ovni des studios Disney dans son genre. Et on a essayé de répliquer ça sans le faire proprement, en étant beaucoup trop éparpillé dans les idées. Et au bout du compte, c'était plat et un peu ennuyeux. Mais est-ce que c'est le pire de ce qui a été fait par Disney Toon? Non. Non, ils ont fait largement pire que ça. Et avant même de commencer cette liste, j'aimerais pointer quelque chose qui n'est pas exactement, à proprement parler, un point positif, mais juste à signaler quand même qu'il s'agit pour moi de la suite Disney Toon 3 en 1, la plus réussie de ce studio. C'est pas un exploit énorme, mais ça a le mérite d'être un peu souligné. C'est médiocre, mais au moins ça renvoie pas la même insulte que d'autres films de ce type-là, qui ne devrait pas être un genre de suite pour moi, mais bon, ça fait partie des genres de suite produits par ces studios-là. Et la raison principale pour laquelle c'est la meilleure suite de ce genre-là, c'est qu'on essaye de lier de façon fluide les trois segments et sans raconter quoi que ce soit d'extraordinaire, c'est sans intérêt ce que ça raconte, au moins ça a le mérite de rendre la narration beaucoup plus acceptable, beaucoup moins segment. Et c'est fidèle au ton du premier film. Le même ton léger, très gag, très on exagère le trait, c'est très typique du premier film et on fait la même chose ici. On le fait de façon beaucoup moins poussée et beaucoup moins impactante, mais on le fait. Et dans ce genre de film, c'est ce qui passe pour le moins insultant. Ça reste un petit peu insultant d'avoir rabaissé ce qu'était l'univers de Cusco à juste une petite histoire sans intérêt comme ça, mais disons que c'est sans doute l'univers qui se prêtait plus à ce genre d'approche. Voilà pourquoi c'est un tout petit peu le meilleur du lot à cet égard-là. Mais bon, ça n'empêche que ça reste un film médiocre. Et on va voir quand même les 5 points qu'il réussit le mieux en avant pour le top 5 du meilleur de Cusco de King Kong. Numéro 5, la compétition de cheerleading. C'est plutôt fun à regarder cette façon de jouer sur l'animation bien entendu parce que personne pourrait faire ça en vrai et de montrer tous ces mouvements de scouts zélés, ces chorégraphies pas piquées des hannetons qui envoient du bon spectacle et qui appuient très bien la mentalité de chaque groupe, c'est-à-dire ce besoin de se dépasser et de montrer tout simplement le désir de faire au mieux. C'est le principe du scout en fait, on appuie bien ça quoi, ce sont des scouts, on va pas les tourner au ridicule totalement, on en fait des caisses dessus bien entendu, mais on va pas traiter ça comme des grosses parodies ridicules. On va respecter un petit peu la chose, et ce genre de choses, ce genre de petit spectacle, ça marche bien. C'est le genre d'approche qui me plaît bien, notamment dans Phineas et Ferb. J'aime beaucoup cette série sur ce point-là, dans le sens où on traite les Girl Scouts avec respect, même si on en fait des caisses. On va pas en faire des espèces de stéréotypes ou les versions dégueulasses de la chose. Non, ce sont des filles qui veulent se donner à fond. Et là c'est pareil, ce sont des enfants qui veulent se donner à fond et ça le rend très bien, ce passage-là. Très fun à observer.
D'autant plus que ça souligne nos personnages centraux à ce moment-là et leur mentalité, ce qui colle bien avec mon point numéro 4, la romance entre Birdwell et Kronk. Attendez, je vais le reformuler, l'alchimie entre Birdwell et Kronk la majorité du temps. C'est mieux, comme ça c'est plus honnête, parce que je vous cache pas que je suis toujours pas très fan de la façon ultra forcée dont ils rompent. À la fin de ce segment, c'était ridicule et stupide. Mais si on prend pas en compte ça et certains gags références un petit peu moyens qu'on fait autour d'eux lorsqu'ils se trouvent, lorsqu'ils finissent par copiner, j'avoue qu'ils ont deux caractères qui se marient très bien et ils forment un couple très mignon quand on ne force pas le conflit. Malheureusement, on le force à quelques moments, mais quand on le force pas et qu'on se centre juste sur ces deux-là, leurs objectifs, comment ils perçoivent leur petit scout et comment ils se retrouvent là-dedans, il y a quelque chose de joli qui se ressent. Il y a un peu d'amour dans l'air qui s'opère et qui fait son petit effet. Hein, ça aurait été plus fort dans d'autres circonstances si ça avait été mieux géré, mais ça vaut quand même un petit quelque chose. Numéro 3, le timing de certaines blagues. L'humour de ce film est très souvent plat. Il n'est pas le plus affreux qui soit, j'ai vu largement pire, mais il marche pas. Hein. Il passe sans faire d'effet. Seulement de temps en temps, un petit peu régulièrement, il y a un petit gag qui passe, il y a une petite bouffonnerie qui fait son petit effet, et ça vient de la puissance du timing, avec pas mal de jeux sur les plans, la musique, le rythme du mouvement, qui sont bien cherchés, bien trouvés, et qui, lorsque les gags sont drôles, lorsqu'ils sont réussis, ce qui est malheureusement pas souvent, et ben ils passent très bien. Le timing est très bien réussi à ce niveau-là, et ça permet aux bonnes idées qu'il y a là-dedans, en termes, une fois de plus, d'humour, de vraiment fleurir comme il faut. Mon moment préféré, comme vous vous en doutez, c'est tout le passage de fin avec la mascarade sur qui doit jouer la mère de Kronk, où ça part dans tous les sens, il y a vraiment le rythme qui va avec, et la chute est impec. Impec, parfaite. J'ai absolument rien à dire. C'est juste. Ce moment-là me fait sincèrement marrer à chaque fois que je le vois. Enfin, chaque fois, c'est pas comme si j'avais vu ce film des centaines de fois, mais ce moment-là me fait particulièrement marrer parce que on fait monter la pression graduellement et cette espèce de chute, cet éclat tombe à point nommé. Ce genre de travail sur le timing, c'est pas rien et ça mérite quelques petites éloges. On sait faire ça, tout comme on savait le faire dans le premier film. C'est ce qui fait qu'on reconnaît la patte de Kuzco 1 dans ce second film, même si l'écriture est pas aussi bonne, c'est que dans la mise en scène, on sait montrer le peps qu'avait le premier film. Il faudrait que l'écriture suive malheureusement, mais la mise en scène, elle a beaucoup de mérite. Numéro 2, les chansons. Il y en a un petit peu plus que dans le premier film, sachant qu'il n'y avait pas des masses dans le premier film, il n'y en avait vraiment qu'une seule. Enfin, deux si on compte la chanson du générique de fin, c'est n'importe quoi. Sérieusement, dans le ton, ça me colle tellement pas. Enfin bref, le fait est que dans le second film, il y a un tout petit peu plus de chansons, en plus de la chanson d'intro qui essaye vraiment de répliquer ce qui est dans le premier film. Vraiment, on essaye totalement de singer ce qui marchait. Quand on veut singer à ce point, ça devient un petit peu grossier, mais la chanson en elle-même, elle est très sympathique. Il y a la chanson d'Yzma qui, certes, n'est pas chantée avec le meilleur timbre, mais quand même très entraînante, qui passe bien. Le ton est bien à propos et ça colle parfaitement à la mentalité du personnage qui essaye de manipuler Kronk dans ce besoin de contrôler les vieux du quartier. Il y a quelque chose qui passe très bien là-dedans, dans les paroles et dans le rythme de ce film-là. Et je reconnais que Boogie Night est une chanson très sympathique. Le film n'y est pas pour grand chose, mais j'ai plutôt bien vu d'avoir choisi cette chanson-là pour accentuer ce moment et mettre en place le ton. Ouais, c'était pas mal. Voilà, musicalement, c'est sympathique à écouter. Et même si on part sur les musiques d'accompagnement, je suis vraiment pas doué pour analyser ça, mais il y a quelques musiques qui m'ont quand même un petit peu marqué. Le moment où on essaye d'appuyer le côté perte de Kronk qui se sent comme un raté, on met une petite musique d'accompagnement qui passe très bien.
Et je vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, je ne suis pas mélomane, c'est pour ça que j'analyse rarement en détail les musiques d'un film. Les chansons, elles sont plus notables, elles sont plus remarquables, plus impactantes. Donc, elles laissent un impact. Mais il faut vraiment que les musiques soient particulièrement mémorables pour que ça reste dans la tête. Voilà, je parle de ce morceau-là parce que, pour préciser que je fais gaffe à ça un tout petit peu, je me rends compte quand même quand une musique est bien faite et qu'elle accompagne bien le film, mais il ne faut pas vous attendre à ce que j'analyse ça en détail. C'est la petite parenthèse que je tenais à dire, hein. Ça n'a rien à voir vraiment avec le point principal que je traite, mais voilà, en plus des chansons, les musiques d'accompagnement sont bien faites, comme dans une grande majorité des films professionnels que j'ai traités. Et j'aurais pas grand chose à dire de plus. Mais bon, les chansons en elles-mêmes, celles qui sont présentes, elles sont très entraînantes, très rythmées, appuient bien les personnages, cool. Et numéro 1, nos personnages fidèles à eux-mêmes. Voilà, on a exactement les mêmes personnages que dans le premier film, et ils sont totalement égaux à ce qu'on avait avant. Je veux dire, la situation est beaucoup moins intéressante et ça les met pas en avant de la façon la plus flatteuse possible, je trouve, mais je vais pas nier que ce sont exactement les mêmes personnages et qu'on ne leur fait pas de défaveur dans cette suite. On ne va pas en faire régresser un sans explication ou dire des conneries sur ses intentions alors que c'était clairement pas le cas dans le premier film, si vous voyez ce que je veux dire. Non, on va juste reprendre nos personnages tels quels, avec leur petite évolution qu'ils ont eue durant le premier film, et on les a tels quels. Sans faux fuyant, sans artifice, c'est juste nos personnages qui sont pris dans cette situation. Situation sans intérêt, une fois de plus, hein, le pouce levé de papa, je m'en bats les couilles, mais totalement, hein, même pour une parodie, je m'en bats les couilles de ça, mais on a pile poil nos personnages. Kronk, évidemment, Yzma, qui est en continuité avec ce qui s'est passé à la fin du premier film, contrairement à la série. Pacha, Chicha, qui a des moments très drôles, leurs enfants, même Kuzco est fidèle à lui-même, le peu qu'on le voit. Les vieux même, hein, les vieux qu'on voit dans la maison de retraite, correspondent totalement à ce qu'on a vu d'eux dans le premier film. Tout le monde est respecté. Et ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est pas toujours le cas, une fois de plus. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire, étant donné que ce sont des personnages que j'aime beaucoup dans le premier film, les reprendre tels quels sans les dénaturer, et ben ça fait que je les aime toujours autant. Hein, c'est pas les personnages le problème de cette suite, c'est la situation dans laquelle on les met. Mais nos personnages restent les mêmes et ça fait plaisir de les revoir un petit peu. C'est ce qui fait que malgré ces problèmes, c'est une suite qui mérite pas tant que ça au bout du compte. Voilà, c'est un gâchis de reprendre ces personnages dans une histoire qui n'avait clairement pas besoin d'être faite. Vous auriez pu trouver de meilleures excuses, mais vous avez repris exactement les mêmes personnages que j'aimais beaucoup, donc il n'y a pas de quoi grandement se plaindre de ce point de vue-là. Il y a de quoi se plaindre sur d'autres points de vue, mais pas de ce point de vue-là. Et ouais, je sais pas grand-chose de plus à dire. Je pense que cette vidéo aura été courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vous remercie d'avoir suivi, et pour la prochaine fois, votez en commentaire quel sera le prochain top retour. A très bientôt, bye.